Les spécialistes, lui, prédisent déjà une puissance colossale. Le phénomène climatique El Niño, qui est censé se déclencher cet été, est de plus en plus redouté. Il pourrait causer cyclones, sécheresse et chaleur intense, si bien que l'ONU a tiré la sonnette d'alarme cette semaine. Elle met en garde contre les conséquences climatiques, environnementales, mais aussi économiques et sociales, comme si les sujets anxiogènes n'étaient déjà pas suffisamment nombreux. Alors faut-il effectivement craindre ce Niño XXL et surtout peut-on d'ores et déjà prévenir les dégâts? On va en parler avec vous, Françoise Vimeux. Bonsoir, vous êtes climatologue, directrice de recherche à l'Institut de recherche pour le développement. Que disent tout d'abord les dernières données, les dernières prévisions? Est-ce qu'El Niño est bel et bien en train de se développer alors qu'il est ou c'est encore trop tôt pour le dire? Oui, alors en fait, la plupart, des modèles, de prévision, disent que la probabilité qu'un événement, El Niño, se déclenche au début de l'été est entre 80 et 90. Donc autant dire, une probabilité, très très importante. Là où il y a encore des incertitudes, c'est, sur quelle sera son intensité. Est-ce que ces probabilités vous inquiètent, vous, en tant que climatologue? Alors non, non, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un phénomène El Niño, c'est un phénomène naturel qui revient tous les 2 à 7 ans. On a déjà vécu, des événements, El Niño, intenses, comme en 2023-2024. On connaît en fait, quels sont les impacts climatiques, les impacts économiques, de ce type d'événement et donc ce qui est, vraiment important, comme le disait, l'Organisation météorologique mondiale, c'est de s'y préparer, à l'avance. Mais pourquoi celui-ci serait plus puissant que les fois précédentes? C'est ce qui est annoncé par cette fameuse organisation. Alors en fait, effectivement, certains modèles montrent que les conditions, météorologiques que l'on a aujourd'hui, dans l'océan, Pacifique, c'est-à-dire le contenu de chaleur, de cet océan, en ce moment, pourraient, laisser entendre, pourraient amener à un événement El Niño d'une intensité, particulièrement forte. Mais c'est pas la première fois, encore une fois, que l'on a ce type d'événement. Les événements, les plus forts que l'on a connus, je l'ai dit, c'est 2023-2024, 1997-1998. Donc de temps à autre, on a des événements El Niño plus forts que les autres. Pour bien comprendre de quoi on parle, El Niño, ça se forme dans l'océan Pacifique, ça augmente la température, de l'air et des océans. C'est un phénomène naturel, vous l'avez dit, mais il a, véritablement un impact sur l'ensemble de la planète, c'est ça? Oui, alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a vraiment, des eaux, de part et d'autre de l'équateur dans l'océan, Pacifique, qui se réchauffent, de manière, importante. Cette chaleur qui se trouve dans l'océan, elle va être transmise assez rapidement à l'atmosphère et en fait, l'atmosphère, tropicale est très bien connectée, tout autour de la Terre. Donc on va avoir, des conséquences sur toutes les régions tropicales et subtropicales. Alors, il y a 2 types de conséquences. Il faut se rendre compte, que le Pacifique, l'océan Pacifique équatorial, c'est un quart de la surface de la Terre. Donc quand on va regarder la température moyenne sur la Terre cette année et surtout l'année prochaine, on va avoir un effet réchauffant et puis on a surtout des impacts sur les régimes de pluie dans les régions tropicales. Donc par exemple en Amérique du Sud, en Équateur, au Pérou, on s'attend à avoir, des pluies torrentielles. De l'autre côté de l'océan Pacifique, c'est l'inverse, on s'attend à avoir moins de pluie en Australie, en Indonésie. Et puis, vous le montrez, sur les régions tropicales un peu plus éloignées, on a aussi des modifications sur les régimes de pluie, en particulier en Afrique du Sud, sur la bande sahélienne et aussi en Inde. Et en Europe, pas de changement, pas de modification particulière à attendre? Alors aujourd'hui, les études scientifiques nous montrent qu'on n'a pas de lien robuste entre les événements El Niño, qu'ils soient intenses ou pas, et le climat en Europe et le climat en France. Donc, autant le dire tout de suite, on peut avoir des événements extrêmes qui vont toucher la France hexagonale cet été. Ça ne sera vraiment pas dû au phénomène El Niño. Alors le problème, c'est quand même que ce phénomène naturel s'ajoute à un climat qui est déjà réchauffé par les activités humaines. Est-ce qu'on peut dire en quelque sorte que, ça va jeter de l'huile sur le feu? Et c'est ça le problème finalement? Oui, c'est.
Oui, c'est exactement ça en fait, hein, on peut prendre, l'exemple des pluies, torrentielles qui pourraient arriver, sur, le Pérou, sur l'équateur. Donc vous avez, le phénomène El Niño qui va provoquer ces pluies torrentielles et puis, d'un autre côté, on sait que dans un climat plus chaud, les pluies torrentielles, eh bien, sont beaucoup plus volumineuses et donc là, on voit en fait que, El Niño, enfin les impacts d'El Niño vont s'ajouter aux impacts d'un climat modifié par l'homme et donc finalement, ça amplifie les conséquences. Et donc des pluies torrentielles causées par un événement El Niño dans un climat plus chaud, eh bien, c'est des pluies qui ont un caractère très, très torrentiel par rapport à si elles étaient arrivées avec un même phénomène El Niño dans un climat non modifié par l'homme il y a, je dirais, plus de 150 ans. J'en viens à la question qui fâche Françoise Vimieux. Est-ce qu'il y a, des choses à faire dès maintenant, pour se préparer ou on est, juste condamné, à subir, chaque fois que El Niño arrive? Alors bien sûr, hein, sur, le long terme, ce qu'il faut faire, c'est limiter au maximum, le réchauffement, climatique, pour qu'on n'ait pas en fait, hein, cet ajout des effets El Niño et d'un climat plus chaud. J'en profite pour dire qu'aujourd'hui, on n'a pas, d'indices, on n'a pas de preuves qui nous montrent que les événements El Niño sont modifiés par le changement climatique, ça c'est important à dire. Et puis sur le court terme, eh bien, en fait, il faut que les régions où il y aura des impacts potentiels se préparent à protéger les populations les plus vulnérables. Par exemple, des inondations hein, ou bien des glissements de terrain dans les régions où les pluies vont être beaucoup plus volumineuses. C'est aussi une préparation, je dirais, sur l'alerte météorologique. Donc ça veut dire des services météorologiques qui sont, je dirais, vraiment présents avec des moyens et qui alertent et que cette alerte touche la population. Et puis, bien sûr, il y a des vigilances à avoir sur les impacts économiques. On sait par exemple que tous les rendements de pêche hein, le long des côtes sud-américaines peuvent être touchés par les événements El Niño, hein, parce que les eaux vont être plus chaudes. Certains petits poissons comme les anchois n'aiment pas du tout. Et donc, ça a aussi des répercussions. Et donc, en fait, prévoir, par exemple, avec les pêcheurs, ce genre de phénomène. El Niño, il est censé apparaître dès cet été, mais si j'ai bien compris, ses effets seront visibles particulièrement l'an prochain, en 2027. Certains évoquent déjà un possible record nouveau de température mondiale si El Niño s'installe véritablement. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce qu'on pourrait battre de nouveau les records de 2023 et 2024 qui étaient déjà historiques? Alors, quand on parle des impacts dans les régions tropicales et subtropicales, ça arrive très rapidement en quelques semaines, quelques mois. Donc, on sait que El Niño se développe à l'été, atteint son paroxysme pendant l'hiver de l'hémisphère nord, hein, donc novembre, décembre, janvier, février. Et donc, les impacts dans les régions tropicales sont assez rapides. En revanche, l'effet réchauffant au niveau global, vous avez raison, on le voit généralement la seconde année de l'événement. Donc, on attend un impact sur la température moyenne mondiale en 2027. Et effectivement, comme le réchauffement poursuit sa route, eh bien, on pourrait, c'est possible, on ne le sait pas encore, on pourrait battre un nouveau record. Hein. Vous l'avez dit, l'ancien record, c'est l'année 2024 qui aujourd'hui est la plus chaude qu'on ait jamais enregistrée. C'est aujourd'hui, Françoise Vimeux, la journée mondiale de l'environnement. Le fait que l'on en soit encore à évoquer ces questions de réchauffement climatique sans apporter les réelles solutions, ça vous afflige? Alors, en fait, bah, non, il ne faut pas que ça nous afflige parce que, en fait, nous devons d'une part continuer à faire notre travail, de chercheurs, hein, sur tous ces phénomènes et encore sur certaines, questions qui sont nombreuses, où on n'a pas, de réponse et puis après, je dirais que notre rôle, c'est de continuer, en fait, hein, à expliquer quel est l'état de nos connaissances, à expliquer aussi qu'il y a des solutions, qu'on les connaît, hein. Il y a des solutions, pour, les différents secteurs, pour les différentes régions et peut-être à vraiment dire que bien dans un an c'est l'élection présidentielle et on doit s'emparer de ces débats sur les solutions à mettre en place à la fois pour s'adapter mais surtout pour limiter le réchauffement. On sait que les impacts du changement climatique ils s'amplifient dixième de degré par dixième de degré de réchauffement et donc il y a vraiment je dirais, une importance à limiter ce réchauffement aussi parce que l'adaptation,
n'est plus possible au-delà d'un certain degré de réchauffement. Et je dis souvent que le succès de notre adaptation dépendra de notre succès à limiter le réchauffement. Merci beaucoup Françoise Vimeux d'être intervenue sur l'antenne de France 24 pour cette question qui fâche. Restez avec nous dans quelques instants. Vous retrouvez Fatima Tawane pour le Journal de l'Afrique et on se donne rendez-vous juste après.